Alors, l'idée, c'est que vous posiez des questions, en fait. Donc, on va commencer par discuter entre nous, mais vraiment, n'hésitez pas. Cette discussion, elle est faite pour que vous puissiez aussi poser des questions. Alors, on va peut-être commencer je vais peut-être commencer par m'adresser à Thierry, Laurent, enfin aux entreprises, pour savoir quels sont les besoins des entreprises en fait en termes de formation. Vous recherchez quelles compétences dans vos entreprises et est-ce que vous êtes satisfait de l'offre du niveau des étudiants, notamment dans les compétences que vous cherchez? Mais on va commencer par vous. Alors, les compétences, moi j'ai été très surpris, j'ai fait pas mal de recrutement il y a encore une décennie, de m'apercevoir que la partie théorie des ensembles, logique, mathématiques, était connue des gens qui faisaient des classes prépa. Par contre, la filière universitaire, je me souviens avoir des exercices simples de logique, et les étudiants qui me disaient ben, oui, mais nous, on n'a pas fait. Donc c'est tout de même une exigence assez fondamentale, hein, en dehors d'être capable de raisonner sur du logiciel, sur des systèmes, de avoir un esprit d'abstraction, de pouvoir conduire des analyses, mais au moins avoir cette compétence qu'on n'ait pas besoin de revenir dessus en fait, lorsqu'on recrute des ingénieurs. Maintenant, ce qu'on a constaté de manière très pratique, il y a un psychologue suisse qui a déterminé qu'environ un tiers de la population humaine avait une capacité d'abstraction, qui est une faculté qu'on acquiert quand on est teenager, adolescent. On a à peu près un tiers des recrutements de personnes qui sont capables d'utiliser les méthodes formelles. Donc on alloue sur des projets méthodes formelles, et les 2 tiers qui ne sont pas capables et sur lesquels on ne va pas investir plus et on va les affecter à des travaux qui ne nécessitent pas ces compétences. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on a des recrutements, qu'on puisse identifier plus facilement en fait, qui est qui. Donc je ne sais pas, un petit drapeau. Voilà. Non, mais là, enfin, juste pour synthétiser, la partie logique, mathématique, théorie des ensembles, enfin, pour nous, c'est une compétence qui nous paraît assez fondamentale à posséder, en dehors des compétences d'utilisation de langage de programmation pour développer des logiciels. Laurent, vous avez la même... Oui, j'ai sensiblement la même impression. Il n'y a pas que la compétence, il y a aussi la volonté. Il y a des gens qui aiment les maths et qui, au moins dans le secondaire et éventuellement en études supérieures, mais qui n'aiment pas du tout l'informatique. Il y a des gens qui adorent l'informatique, mais absolument pas les maths, et qui, dès qu'on leur parle de méthodes formelles, sont totalement réfractaires. Et il y a aussi des gens qui savent faire les deux, mais qui trouvent que les méthodes formelles, c'est pénible et que c'est pas rigolo et que c'est vachement plus drôle de faire de l'informatique sans avoir à écrire précisément ses invariants. Ça n'empêche pas de raisonner, mais sans le formaliser. Et en termes de formation, effectivement, les gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs qui ont fait des classes prépa sont en général plus à même de faire des méthodes formelles que ceux qui ont fait un parcours uniquement universitaire. Je pense que c'est une conséquence de la classe prépa. Et après, donc en fait, dans les ingénieurs qu'on recrute, donc on recrute d'un peu de tout. Dans la société, on est à peu près entre un quart et un tiers qui font des méthodes formelles et des autres qui n'en font pas du tout et qui ont juste des parcours d'informaticiens essentiellement, ou de systémiers, puisqu'on fait un peu de système, ou de sûreté de fonctionnement, où c'est encore une autre approche où les gens ne font pas du tout de programmation, ne savent pas programmer, mais s'intéressent à évaluer la sûreté de fonctionnement d'un système. Donc c'est encore un autre exemple de formation différente et de compétences et d'appétences différentes. Donc les méthodes formelles viennent se placer là comme les autres.
un peu. Et on a la chance en France d'avoir pas mal de gens qui viennent nous voir en disant je voudrais faire des méthodes formelles, et qui viennent nous voir explicitement pour ça. Peut-être qu'on en voudrait plus, mais c'est déjà pas mal. Hein. Catherine, vous qui êtes plus peut-être niveau académique, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que les étudiants sont intéressés par le fait de faire de la logique, des fondements, de la preuve? Non. Il faut vraiment réussir à les motiver. Les motiver par les applications. Alors, il y en a certains, c'est facile, hein, effectivement. On leur dit, vous allez, au lieu de faire du full stack et du Java à outrance, voilà. Il y a des métiers où, OK, on va s'amuser un peu plus. Et donc, ceux-là, c'est facile à les driver. Et puis on a des industriels qui interviennent aussi dans les cours. Hein. Donc, ça permet d'illustrer les applications, mais les autres, non. Et c'est vraiment très difficile. Actuellement, je fais un cours à des apprentis ingénieurs de logique. Et sur une classe d'une trentaine, il va y en avoir 5 qui vont percevoir directement l'intérêt. Le reste, on va encore en gagner une petite dizaine en amenant des outils, en montrant qu'il y a des applications, on fait un peu de SAT, on passe par des jeux, on fait des puzzles, des choses comme ça. Donc on arrive à les motiver. Et puis, mais il faut ramer, c'est clair. Et à contrario, donc il y a des étudiants qui vont effectivement passer par ces filières-là parce que quelque part ils n'ont pas le choix. C'est les options qu'ils ont pris peut-être par défaut et qui après coup reviennent. Et j'ai des témoignages dans ce sens-là et qui disent OK, j'ai pas fait des méthodes formelles dans ma vie ensuite, mais grâce à vous, j'ai appris à réfléchir, à poser, même si je ne l'écris pas formellement en IAXL, en JML ou je ne sais quoi, à écrire un contrat. Et ça me permet de ne pas faire n'importe quoi. Donc moi, j'aurais envie de dire, OK, les méthodes formelles, il y a les outils, il y a tout ça qu'on peut enseigner au niveau master, voire L3, etc. Mais avant, on peut peut-être pousser une certaine pensée formelle, même si c'est sans les outils, mais leur inculquer que, oui, quand on écrit un programme, on se pose d'abord une question qui est à quoi ça va servir, poser le quoi avant le comment. Enfin, je sais pas, moi, ça fait 40 ans que je rabâche ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut encore le dire, et je vais arriver en fin de carrière, et c'est pas gagné, quoi. J'ai un complément, c'est ce que tu viens de dire, c'est utile pour les méthodes formelles, mais c'est aussi très utile pour les gens qui ne font pas de méthodes formelles. Hein. Donc en fait, il y aurait, même pour un programmeur standard, d'avoir suivi... C'est ce que je voulais dire. Voilà, hein. oui. En pensée formelle, pour moi, c'est ça. D'accord. Et une dernière chose, l'ACM a émis un nouveau... je crois que c'est en 2020, fin 2022 ou 2023, sa nouvelle version de son curriculum en informatique. Les méthodes formelles ne sont pas présentes. Bon, voilà. Non, c'est début d'université, oui. Oui, licence, ouais. Ça craint, voilà. On est en train de finaliser un article. Tu as participé, non ? On a une vingtaine de contributeurs de l'industrie en disant c'est vachement important de garder les méthodes formelles parce que ça sert à ça. Bon, ça reprend un petit peu les éléments de langage qu'on a donnés aujourd'hui. Et on espère que l'ACM va revenir un peu sur sa décision. Mais grosso modo, il y a moins de place, donc il faut faire des coupes. Et malheureusement, les méthodes formelles... bon. Pardon. Je vais juste rajouter 2 choses. Il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que les profils, ça dépend vraiment des personnes. Donc j'ai 2 exemples. Un ingénieur ISEN électronicien qui est rentré chez nous, le fer à souder à la main, et qui a fait la démonstration de sûreté d'une ligne de métro à New York. Donc un travail complètement intellectuel. Et à l'opposé, j'en parlais avec Catherine, on a un ENS Cachan,
pour lequel on avait des soucis, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il va réussir à accrocher, qui est en train de s'amuser sur la ligne entre Marseille et Vintimille, l'automatisation, donc l'installation de nouveaux systèmes, qui s'amuse à trouver des contre-exemples et des trucs qui ne marchent pas. Donc il n'y a pas de recette miracle, il y a juste les bonnes personnes qu'il faut appliquer au bon moment. Voilà. Est-ce que du côté du CNES, vous avez le même ressenti que les... Alors nous, on ne recrute pas beaucoup. D'accord. Mais je travaillais côté industrie avant. Alors pour moi, le problème, ce n'est pas tellement l'existence ou non des méthodes formelles dans le cursus, mais c'est plutôt le manque d'ingénieurs en informatique en général. Donc souvent, la plupart des ingénieurs que j'ai rencontrés en industrie, c'était des ingénieurs, disons, reconvertis. Des ingénieurs aéronautiques ou civils ou qui se sont reconvertis à l'informatique parce qu'il y avait plus de possibilités. Et forcément, ils n'ont pas eu tous les cursus sur les calculs avec les nombres à virgule flottantes, par exemple. Mais sinon, concernant la logique, je pense qu'il y a déjà au niveau du collège et lycée un manque. C'est que ces sujets sont régulièrement sautés. Donc, c'est pas des sujets qui sont préférés par les profs de maths, j'ai l'impression. Donc j'ai un enfant qui est au lycée. C'est dans le programme, il y a toujours une petite démonstration de l'irrationalité du pi et tout ça, mais il n'y a pas plus que ça, quoi. C'est dans le programme, mais c'est pas traité. En fait. Donc il y a déjà une aversion vers la logique, je pense. Pierre ? Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter, on ne recrute pas beaucoup non plus, on a une certaine tendance à garder nos doctorants. Donc de ce côté-là, peut-être ma petite expérience d'enseignant, effectivement, c'est, je sais pas, peut-être qu'on a tendance à vouloir enseigner trop de choses, alors leur faire un peu de coq, etc. Peut-être qu'on les assomme un peu, alors qu'effectivement, ce serait bien qu'ils maîtrisent un peu la logique derrière, plutôt que les détails de l'outil, je ne sais pas. Oui, peut-être en complément, que ce soit en informatique ou dans les méthodes formelles, de toutes les façons, les gens, quand ils sortent qu'ils ont leur diplôme et qu'ils rentrent dans une société en tant que débutants, ils ne savent pas travailler. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Mais on doit, même s'ils ont eu des cours de programmation ou de méthodes formelles, etc., ils ne sont absolument pas autonomes sur le sujet. En plus, chaque société a ses propres manières de faire, méthodologies, règles de programmation, etc. Donc il y a toujours une phase d'apprentissage. Mais ce qui est important, c'est que la personne ait les concepts. Et on ne demande pas à quelqu'un qui s'est épicé du Java, ça ne nous intéresse pas. On demande quelqu'un qui soit capable d'un peu raisonner sur ce qu'il est en train de faire. Et donc les outils, c'est pratique parce que ça permet de montrer des exemples et puis d'avoir un truc un peu plus interactif que juste des transparents. Mais après, le choix de l'outil qui est utilisé n'est pas essentiel et pas si important que ça, puisque de toute façon, la personne devrait être formée en rentrant en travaillant, en commençant à travailler. Je voudrais juste rebondir sur ce que Catherine a dit à propos de l'intérêt, motiver l'intérêt des étudiants. Donc ce qu'on propose depuis quelques années, notamment pour Catherine, c'est d'utiliser la carte dont j'ai parlé, le calculateur sécuritaire qui se programme en B. Et en fait, ça permet aux étudiants de se projeter. Donc on l'a utilisé pour des profils relativement techniques. Donc on leur montre qu'on peut faire des systèmes de contrôle-commande et de pouvoir faire un peu de preuve, pas forcément très haut niveau, mais éviter de tester en fait le logiciel qui est développé. Et à l'opposé, pour des formations plus théoriques, en fait, montrer que le modèle, il peut être autre chose qu'un modèle dans un éditeur sur un ordinateur, mais il peut s'exécuter, on peut contrôler des équipements. Donc c'est un peu un pont. C'est pas trop compliqué, on arrive en 20 heures à avoir un syllabus complet qui permet d'arriver jusqu'à une mise en application et qui peut-être, je sais pas, permet d'éveiller des intérêts. Donc on le fait notamment à Centrale Supélec, à Télécom Paris, en Italie, en Angleterre, au Brésil. Ça apporte quelques résultats. Alors, Catherine, tout à l'heure, vous parliez de l'esprit, justement, l'esprit formel. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait même intervenir, en fait, avant
avant les études supérieures. Est-ce que ça mériterait d'être un petit peu plus intégré dans l'enseignement des mathématiques en général, en fait, dès le lycée ou même le collège? Moi, je pense effectivement, c'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il faut utiliser la logique de OR dès qu'on écrit un programme, mais l'idée quand même de réfléchir un petit peu, voilà, j'en suis là dans mon programme, qu'est-ce que je sais, vers où je veux aller, etc. On n'a pas besoin de grand-chose pour enseigner ça. Alors évidemment, il faut casser la boucle, parce que face à des collégiens ou des lycéens qui vont écrire leur premier programme, il faut des enseignants qui sont capables d'amener cette pensée-là. Donc il faut quand même qu'ils aient été un peu formés, qu'ils sachent eux-mêmes ce que ça veut dire qu'un programme termine, qu'un programme atteint sa post-condition, etc. Donc moi, je suis persuadée qu'on peut le faire avec les mains. Et puis après, ça veut dire aussi que les premiers programmes qu'on va écrire, on va mettre des asserts dans tous les coins. C'est pas très compliqué à faire dans un curriculum standard. Mais voilà, il faut y aller. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'imposer? C'est des questions qu'on pose. Mais oui, je pense que ça peut se faire. Je viens d'ouvrir le programme de NSI en première, que j'ai facilement sous la main. Donc NSI, c'est la spécialité au lycée numérique et sciences informatiques, prise par pas tout le monde, parce que c'est une spécialité au choix. Et donc il y a la notion de variant et d'invariant qui sont dedans. Alors après, on peut poser la question des enseignants, c'est une question intéressante. Mais quelque part, c'est des concepts qu'effectivement, on peut apprendre dès qu'ils commencent l'informatique. S'ils commencent l'informatique, effectivement, ou plutôt en première pour l'instant. Mais c'est possible, quoi. Alors, c'est juste, si je peux répondre, alors c'est une spécialité assez rare, parce qu'il y a très peu de lycées qui ont des profs d'informatique. Ça se développe. C'est quoi 10% des lycéens? Donc tous les lycées ne l'ouvrent pas. Par contre, la question du professeur est une vraie question. Parce qu'en fait, c'est enseigné par, alors j'ai les chiffres qui traînent quelque part, par beaucoup de gens, dont des profs vraiment d'informatique, mais aussi un certain nombre de profs en reconversion. Et les enseignements de NSI sont hétérogènes. Ceci dit, enfin, moi j'aurais des ambitions encore moindres. J'aimerais déjà que quand un élève arrive en L1, voire termine sa licence, et ils aient compris que pour tout, c'est pas la même chose qu'il existe, et que faux implique faux, c'est vrai. D'accord. Et ça, je veux dire, même à mon époque où le lycée était excellent, j'ai fait un excellent bac C, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai appris en rentrant en taupe. D'accord. Ça n'était pas enseigné au lycée à l'époque, et je crois que ces notions de logique de base sont absentes des programmes de maths jusqu'au premier cycle universitaire depuis très très longtemps. Donc déjà, rien que ça, ce serait déjà un progrès. Et après, j'appuie effectivement l'idée de dire c'est juste, on va mettre des assertions. On va programmer par contrat, mais avec des assertions dynamiques. Mais encore faut-il être capable d'écrire l'assertion. D'où pour tout, il existe et le implique. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, je suis très content de voir les 4 exposés, parce qu'il y a aussi au niveau universitaire une argumentation pour les programmes. Enfin, vous parliez de l'AMS, c'est ça? C'était ou la SCM, pardon. Il y a une argumentation vis-à-vis des collègues pour défendre des thématiques comme la logique ou la programmation fonctionnelle ou les méthodes formelles. Et donc, il y a besoin d'exemples, il y a besoin peut-être plus d'interaction aussi, plus d'industriels peut-être qui viennent dans des cours comme apparemment vous faites chez vous, je ne sais pas. C'était juste une remarque comme ça. Justement, les industriels présents, est-ce que vous intervenez, vous, au niveau des universités, des formations? Est-ce que vous rencontrez des étudiants?
C'est à peu près 50% de mon temps. Donc j'ai contacté énormément d'écoles et d'universités en France. Beaucoup ne donnent pas suite. Et en fait, on a la chance, en général, c'est parce qu'on connaît. Je connaissais Catherine, je connais un certain nombre de personnes qui vont permettre de rentrer et de nous faire intervenir. Mais en général, c'est no go. Donc on a beau expliquer la valeur ajoutée, la spécificité, le fait que ça soit représenté dans la vie de tous les jours, en fait, c'est de notre côté, en tout cas moi c'est mon ressenti, parce que pour moi c'est devenu un process. J'ai vraiment listé une centaine d'écoles et universités en France, j'ai pris contact et c'est très très compliqué. Donc c'est uniquement du réseautage, hein. Je connais des gens qui connaissent des gens qui vont mettre en relation, et c'est un process qui prend très très longtemps. Mais je pense qu'il y a vraiment, on a besoin d'expliquer ce dont on a besoin, ce qu'est la vraie vie, pour pouvoir inciter des étudiants à choisir cette direction-là. Parce que je rencontre énormément d'enseignants qui me disent aujourd'hui c'est la cyber, c'est l'IA et les formations méthodes formelles, il n'y a plus personne. Enfin, ça se désertifie. Bon. Ouais, on a aussi quelques actions, mais c'est beaucoup moins industrialisé que chez Thierry. Mais on fait aussi quelques interventions ponctuelles dans des écoles. Je pense que la mise en contexte est souvent intéressante pour un étudiant, de se rendre compte en fait que ce qu'on enseigne et qui peut leur paraître un peu académique, c'est vraiment utilisé. Et moi j'ai eu des interventions de Sisterel par exemple dans mes cours, certes 2 heures, 3 heures, mais montrer qu'effectivement le problème réel on ne veut pas de collision dans les trains, c'était illustré, etc. En cours, je ne peux pas traiter ça, c'est trop complexe. Et donc une illustration de ce genre, ça frappe. Et à la sortie du cours, c'est arrivé que des étudiants me disent « Ah ben là, je viens de voir l'utilité. Vous pensez que je peux essayer d'avoir un stage ?» Parce qu'il y avait les stages derrière. Hein. Ce n'était pas complètement désintéressé. Mais avant, ça leur est peut-être... Avant l'intervention, ils n'y pensaient pas. Et après l'intervention, certains y pensaient du coup. Alors chez nous, donc mes collègues ils interviennent pas mal dans les universités, mais c'est plutôt sur les cursus spécialisés d'aéronautique spatiale. Et ils donnent des cours entiers même. En informatique, on n'a pas trop d'interaction avec les universités, sauf pour des stages de master, au niveau master qu'on a chez nous. Pierre, à l'ONERA, comment ça se passe? Vous avez des liens? À l'ONERA, alors historiquement à Toulouse, on a un petit peu le laboratoire de super-héros, donc il y a des liens forts avec super-héros. J'y ai quasiment jamais enseigné personnellement, mais pas mal de collègues le font. Et en ce qui me concerne, j'interviens un petit peu à l'ENSET, qui est une autre école au centre-ville, qui pour le coup fait de l'informatique, et à l'université, qui est juste à côté. Et dans les deux cas, il y a de la programmation fonctionnelle où on essaie de leur faire écrire des préconditions en français, dans des commentaires. Il y a une petite initiation à Coq, mais bon, là, peut-être qu'on les noie un peu sous l'outil et ils ne voient pas très bien ce qu'on veut leur faire faire. Donc je ne sais pas si c'est une réussite au final. Peut-être qu'on en attire quand même quelques-uns, mais peut-être qu'on en dégoûte beaucoup, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Je donne juste un commentaire. J'avais un stagiaire de 3e que j'ai travaillé chez Siemens. Donc c'est des stages d'observation. Donc les élèves sont censés essayer beaucoup de métiers. Du coup, de tous les métiers que la fille a essayé, tout ce qui est gestion, etc., elle a le plus apprécié les méthodes, les preuves formelles en coq. Donc je l'ai fait faire du coq, des preuves par induction. Ça l'a passionné. Donc, du coup, c'est pas le sujet lui-même qui dégoûte. Oui, alors je voudrais juste rajouter que, comme j'ai dit, c'est une tâche assez importante de ma fiche de mission. Les 2 derniers cours, enfin 2 dernières interventions, donc il y en a une, c'est un M2 à Louvain, sur une partie safety qui va ouvrir à la rentrée.
Et j'en parlais tout à l'heure avec Yannick, je vais très souvent au Brésil pour importer des étudiants brésiliens qui sont très motivés pour quitter le Brésil et qui ont la bonne idée d'être compétents en méthode formelle. Et notamment, j'organise des hackathons. Donc pendant une semaine, je viens avec mes cartes, on apprend ensemble à modéliser, à programmer. Et à la fin de la semaine, le ou la meilleure étudiant est invité à venir passer 6 mois en France pour un stage. Donc c'est quelque chose qui se pratique, mais malheureusement, j'ai tout de même l'impression qu'il y a des réticences côté français pour avoir une porte ouverte justement pour pouvoir venir s'exprimer. Bon, peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, qui ne connais pas suffisamment bien les gens ou les bonnes personnes pour le faire. Mais peut-être qu'à l'occasion de cette journée, j'aurai beaucoup plus d'opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ouais, c'est un peu la question qui fâche, mais c'est donc vous avez dit que les formations en méthode formelle se vident un peu, qu'il y a de moins en moins d'élèves qui privilégient l'IA à la cybersécurité. À mon avis, un étudiant il choisit en partie le prestige d'une formation, mais aussi les perspectives d'emploi et les salaires de sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, en méthode formelle, on a la même facilité à trouver du travail? Est-ce que c'est un secteur où les professionnels sont aussi demandés et avec des perspectives de salaire similaires aux autres domaines? Et sinon, est-ce que pour avoir plus de gens qui font des méthodes formelles, il n'y a pas un moyen de pousser en fait qu'il y ait plus de demandes de la part des industriels et du coup probablement plus de réglementation pour qu'il y ait plus de méthodes formelles, donc plus de besoins et donc plus d'étudiants qui en font? Alors, je peux répondre pour nous déjà. On a 25 offres d'emploi méthode formelle ouvertes en permanence. Voilà, depuis 10 années. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on refuse des contrats parce qu'on n'a pas les personnes pour les faire. Donc l'année dernière, on a embauché 35 personnes. Donc pour moi, je ne vois pas de limitation. Après, au niveau des salaires, on a ce qu'on mérite. Mais la question, c'est surtout les candidatures qui arrivent pas forcément en faible quantité, mais en tout cas pas avec les profils que nous on recherche. Donc je pense qu'on est suffisamment attractif parce qu'on arrive à recruter des personnes. J'ai parlé de différents noms d'écoles qui sont tout de même plus ou moins bien classés. Maintenant, le problème, c'est effectivement les formations. Je pense que quand les enseignants parlent d'IA ou de cybersécurité, c'est sûr que vous écoutez les informations, on ne parle que de ça. La safety, personne n'en parle, sauf quand il y a un crash et il n'y a pas Superman Nancy qui vient corriger les problèmes des hôpitaux français qui sont attaqués par des hackers. Donc c'est sûr qu'on n'a pas la même couverture médiatique et donc implicitement on n'a pas la même attractivité. Mais n'empêche que je ne sais pas combien de vous, parmi vous, qui est venu en transport en commun, en métro aujourd'hui, c'est grâce à nous, voilà, ce n'est pas grâce à l'IA. Aussi pour répondre directement, donc les salaires des experts en méthode formelle ne sont pas plus élevés que les experts informaticiens en général. Donc il n'y a pas d'incentive par mon expérience. Donc ça ne change rien en fait, si on est expert en méthode formelle ou non. De toute façon, c'est toujours les postes de management en France qui sont plus payés. On peut prendre une dernière question, oui. C'était juste une remarque, puisque la cybersécurité a été mentionnée, c'est aussi des gens qui s'intéressent aux méthodes formelles. Donc je pense qu'il faut plutôt faire front commun avec les gens de la cybersécurité plutôt que d'opposer safety et security. Après, je ne suis pas sûr que le travail en cybersécurité soit si attractif que ça. À part le côté, effectivement, Super Dupont va sauver la France, mais qui peut attirer certains, mais c'est aussi des métiers plutôt ingrats et les formations en cybersécurité, je ne pense pas qu'elles débordent de candidatures. Donc, effectivement, la grosse concurrence en ce moment, c'est plutôt tout ce qui est IA, bien sûr, où là, sans doute, ça fait plus briller les yeux des étudiants et où les perspectives de carrière, d'embauche et de salaire sont en ce moment mirifiques. Donc ça va peut-être pas durer, mais en ce moment.
Voilà, c'était juste la remarque. Merci beaucoup. Dernière. Oui, je vais très vite. Cybersécurité, c'est ma deuxième casquette. Et en fait, je vais dans beaucoup d'universités en France et d'écoles. Les gens que je rencontre, c'est des gens de la Red Team, c'est pas la Blue Team. Donc Red Team, c'est les attaquants. Donc c'est des gens qui essayent de rentrer, et c'est pas les gens qui vont. Voilà. Et donc la méthode formelle voit beaucoup moins d'intérêt, en fait, parce que ce qu'ils veulent, c'est des moyens d'attaquer, c'est pas des moyens de se défendre. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants et intervenantes. Vous êtes invités à un déjeuner